Est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. J'avais mes écouteurs, enfin les baffes de mon allumées, je viens de les éteindre. Très bien, parfait. Donc on commence et je commence par partager mon écran. Une petite seconde. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Donc, pardon. Bien, donc comme je disais, nous arrivons au cours des machines à vecteurs de support. Donc c'est le cours 6, 7 plutôt. Euh, et comme je disais, donc on va pas trop approfondir sur ça. Donc ça va être un cours assez léger, mais on donnera donc les détails nécessaires s'il y a besoin durant la séance de TP, vu que ça sera l'implémentation. Pourquoi aussi on rentrera pas trop dans les détails, parce que même pour l'implémentation, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'implémenter tout l'algorithme des machines à vecteurs de support. Donc on va juste utiliser la fonction d'optimisation, des fonctions d'optimisation déjà prédéfinies, mais on va essayer de comprendre donc euh, pourquoi on choisit les paramètres, pourquoi on choisit les thèmes noyaux, euh, comment donc, transformer des données pour pouvoir les utiliser dans un algorithme de machine à vecteur de support, et donc quelques thématiques derrière. Euh, ce qu'on va pas aussi, donc voilà, donc on essaiera un petit peu d'avoir une vision globale de l'algorithme des machines avec le support, en comprenant les notions nécessaires pour les voir implémenter ce qu'on peut. Pourquoi j'ai introduit SVM, ce cours? Car SVM, c'est un algorithme très très intéressant et qui a été utilisé, donc encore une fois, avant le deep learning, dans notre domaine, dans le domaine de la vision par ordinateur. SVM est extrêmement utilisé. Donc, c'était combiné à SIFT. On extrayait des caractéristiques à partir de SIFT, à partir de HOG, à partir de. Enfin, ce qu'on utilisait le plus avant le deep learning, c'était SIFT, SURF, ORB et donc les algorithmes détecteurs qu'on avait vus en ça. Et à combiner M avec des noyaux non linéaires. Et ça donne des résultats très intéressants. Et pendant très longtemps, peut-être pendant longtemps, SVM et SIFT donnaient d'excellents résultats par rapport à POC. Aujourd'hui aussi, donc on peut toujours utiliser SVM, si c'est pour comparer
Et bien sûr, donc, les réseaux de neurones profonds ont donc vraiment dominé le domaine de la vision et beaucoup d'autres domaines aussi, j'imagine. Donc, on commence par comprendre l'idée générale des machines à vecteurs et rappelons la régression logistique, donc tout ce qu'on avait pour la régression logistique. Pourquoi on fait le contraste avec la régression logistique? Car les SVM sont supervisées pour un apprentissage supervisé, toujours supervisé, donc ce n'est pas utilisé pour la régression, et donc c'est pour ça qu'on fera tout contraste avec la régression logistique. Et bien sûr, parce qu'on a bien maîtrisé la régression logistique, vous avez vu que plusieurs algorithmes sont basés justement sur la régression logistique. Donc, les neurones, donc eux-mêmes, sont basés sur une fonction linéaire à laquelle on applique une fonction logistique. Donc, régression logistique, c'est vraiment une base qu'on peut utiliser dans plusieurs, ou qu'on peut utiliser pour comprendre plusieurs algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, appelons notre régression logistique. Donc, on voudrait que l'hypothèse θ de x soit comprise entre 0 et 1. Et c'est pour ça qu'on y avait appliqué une fonction logistique. Hθ de x, donc c'est la sigmoïde fonction linéaire. La fonction linéaire qui est donc la combinaison linéaire entre nos caractéristiques et des paramètres. Donc, je suis en train de créer une ligne, un plan, un hyperplan, etc. Fonction linéaire. La fonction logistique, donc, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins notre ancienne fonction hypothèse, notre fonction linéaire. Et donc, on avait dit que lorsque z ou combinaison linéaire tendait vers moins l'infini, notre hypothèse allait se rapprocher de 0. Et lorsque notre fonction linéaire tendait vers plus l'infini, donc avec de très grandes valeurs, là, donc, notre fonction hypothèse, la sigmoïde de notre fonction linéaire, allait se rapprocher de 1. Et donc, ce qu'on voudrait avoir, c'est que lorsque mon y est égal à 1, donc mon y qui est la vraie, etc., la vraie étiquette, lorsque y est égal à 1, on voudrait que notre hypothèse, la sigmoïde de la fonction linéaire, se rapproche de 1. Donc, l'hypothèse la fonction linéaire donc, tend vers l'infini, donc notre hypothèse θ se rapproche de 1. Donc, Hθ, donc θ transpose fois x, la fonction linéaire, est largement supérieure à 0, donc se rapproche de l'infini. Et inversement, lorsque notre vraie étiquette est égale à 0, donc lorsque je suis sur la classique, je voudrais que mon hypothèse se rapproche de 0. De z, donc la fonction logistique, donc ce qu'on a ici, la fonction logistique doit se rapprocher de 0. La fonction logistique se rapproche de 0 plus z, qui est la combinaison linéaire, donc z qui est égal à hθ de x, se rapproche de moins l'infini. Z se rapproche de moins l'infini, c'est-à-dire que z est largement inférieur à 0. Z est que θ transpose fois x, donc combinaison linéaire, θ transpose fois x est largement inférieur à 0, proche de moins l'infini. Donc là, on est en train de dire une étiquette négative, donc y est égal à 0, ou hθ de x se rapproche de 0. On rappelle aussi le coût pour la régression logistique, donc ça nous révise aussi la régression logistique. Donc le coût dans la régression logistique est égal à 1 sur, est égal à moins 1 sur r, donc le nombre d'exemples, fois la somme de notre vérité terrain pour chaque exemple i, fois la logarithme de l'hypothèse, donc qui est la sigmoïde de la fonction linéaire, plus 1 moins l'exemple, la logarithme 1 moins l'hypothèse, donc la sigmoïde de la fonction linéaire. Donc ici, il me manque une parenthèse. Hein. Il y a juste une parenthèse ici et ici qui manque. Donc en fait, lorsque y est égal à 1, on voudrait que hθ
de x se rapproche de 1. Donc, on est sur cette partie. Donc, c'est que l'hypothèse est largement supérieure à 0. Donc, on est, pardon, sur ce côté. C'est inversé. Lorsque y est égal à 1, on voudrait que θ, donc ça c'est y. Donc, ce côté-là, c'est y égale à 0. Donc, hθ est largement supérieur à 0. Et ce côté, c'est y égale à 1. Donc, c'est bon. Ça, c'est le coût. On a dessiné le coût, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le coût, hein, c'est pas la fonction hypothèse. Donc, c'est bon. Donc, hθ, donc l'hypothèse se rapproche de 1. Donc, la fonction est largement supérieure à 0. Donc, là, on voit que le coût est minime. Donc, le coût est très petit, tend, lorsque notre hypothèse tend vers plus l'infini. Ce côté-là, donc c'est un côté qui ne nous intéresse pas. Donc, ce côté, c'est le côté où le coût est très, d'accord? Et pour donc, cette figure, c'est la figure où on a notre y qui est égal à 1. Donc, ça, c'est notre fonction de coût. Et on l'a séparé. Donc, le coût lorsque y est égal à 1 et le coût lorsque y est égal à 0. Lorsque y est égal à 0, nous, on pourrait tomber sur ce côté. Donc, le côté gauche de la figure. Donc, le côté gauche qui permet d'avoir un coût qui est très petit. Et ce côté gauche, c'est exactement ce qu'on a vu dans le slide précédent. Donc, c'est lorsque x est largement inférieur à 0. Et donc, on est de ce côté-là. Lorsque hθ de x, donc lorsque z est inférieur à 0. Je viens de perdre ma connexion, une seconde. Donc, je continue. On était du côté gauche de cette figure. Donc, du côté gauche, on voudrait que notre coût soit minimum. Et notre coût est minimum lorsque y est égal à 0. Lorsque notre hypothèse a quelque chose qui est très petit. Et donc, on est de ce côté-ci de notre graphe. Et si on dessinait donc une ligne qui permettrait d'approximer cette fonction de coût. Si on dessinait une ligne du côté lorsque y est égal à 1, donc on aurait quelque chose qui être à 1. Donc, lorsque mon hypothèse est égale à 1, donc, ici, on a juste dessiné deux lignes qui se rapprochent un petit peu de notre ligne de coût. Donc, rappelez que ça, c'est notre fonction de coût. Et ça aussi, c'est notre fonction de coût. À gauche, c'est fonction de coût lorsque y est égal à 1. Donc, c'est cette partie, du coup, la partie yi logarithme θ de xi. Donc ici, on a traité seulement les cas où y est égal à 1. De ce côté-là, on a traité seulement les cas où y est égal à 0. On est arrivé avec deux fonctions de coût. Deux fonctions de coût en fonction de hθ. Donc, le coût, je dessine le coût par rapport à notre hypothèse.
Donc, le coût par rapport à l'hypothèse, on aura des valeurs continues et on va essayer de les rapprocher d'une ligne. Donc, des valeurs continues qui ont produit une fonction non linéaire. Vous voyez ici que c'est une fonction non linéaire. La fonction logarithme qui n'est pas une fonction linéaire. Et donc, on a transformé ça en deux lignes. Première ligne et deuxième ligne. On a arrêté sur le 1. Donc, lorsque l'hypothèse est égale à 1, pour y est égal à 1, et lorsque l'hypothèse est égale à moins 1, pour y est égal à 0. Et pourquoi on fait ça? Pour essayer de trouver quand est-ce que mon coût est nul et quand il est grand. Donc, quelle est la fourchette d'acceptation de mon résultat? En fait, on sait bien sûr que notre coût n'est pas égal à 0. Mais encore une fois, on va juste rapprocher la fonction du coût par rapport à hθ. Et là, donc, si on fait ça, donc ce qu'on aura que le coût est minimum, donc z est supérieur à 1. Et le coût est bon, sur le y est égal à 1. Donc, pour le cas positif, donc lorsque y est égal à 1, mon hypothèse doit être, ou on voudrait qu'elle soit, supérieure à 1. C'est ce qui va nous permettre de définir un nouveau coût. Et lorsque y est égal à 0, donc la classe réelle est égale à 0, on voudrait que z, ou bien l'hypothèse hθ de x, ou bien sigmoïde de θ transpose fois x, soit inférieur à moins 1. Et on voit bien ici que 1 pour la classe négative est un seuil, moins 1 pour la classe négative est un seuil, et plus 1 pour le positif est un seuil. Pour dire que j'accepte ma fonction. Donc la fonction doit avoir des valeurs supérieures à 1 pour les classes positives et inférieures à moins 1 pour les classes négatives. Et ça nous permet de définir un nouveau. Donc, vous vous rappelez pour le coût de la régression logique, on avait dit que ce serait 1 sur alors ici c'est pas ici c'est un moins 1, donc on avait dit dans la régression logistique, donc si je reviens, moins 1 sur n. Le plus que j'ai mis ici est par rapport à machine à vecteur de support. Donc je vais changer ça, donc ici c'est un moins. Donc le coût de la régression logistique c'est moins 1 sur n. Je vais le mettre maintenant. Je vais oublier. On était là. Donc ici c'est un moins. Et ici aussi c'est un moins. Voilà. Donc rappelons que le coût pour la régression logistique, encore une fois, c'est moins 1 sur 1. La somme de tous les exemples, moins l'exemple, moins y, moins l'étiquette réelle, donc y logarithme de l'hypothèse, moins 1 moins y logarithme 1 moins l'hypothèse, plus donc terme de régularisation. Lambda pour le terme de régularisation et jusqu'à n ici, donc le nombre de caractéristiques. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplacer 1 sur lambda par c. Et on va obtenir finalement un coût qui est égal à c. Ça, c'est notre coût pour les machines à vecteurs de support. Un petit changement du coût qu'on avait l'habitude d'utiliser pour la régression. Donc, le coût des machines à vecteurs de support sera égal à c, c qui est égal à 1 sur lambda, la somme de moins y, donc notre étiquette, fois quelque chose qu'on appellera coût à θ transpose x. Donc, notre fonction linéaire, moins 1 moins y de i, fois le coût, donc lorsque y est égal à 0. Donc, pour cette partie, c'est le coût lorsque y est égal à 1, et on va définir c'est quoi le coût, d'accord? Donc, et le coût de 0 de ma fonction linéaire.
et le cours va tout de suite définir. Et ici, donc, le moins qu'on avait ici, on ne le retrouve pas dans les machines à vecteurs de support. Pourquoi? Parce que si j'ai envie de minimiser après le coût, donc que je mette un plus ici ou que je mette un moins, donc on tombera sur la même valeur. On tombera sur la même valeur pour le moins. Y, coût. Et là, donc, ça va changer pour les MVS. Ça ne va plus être lorsque l'hypothèse est largement supérieure à 0, et on va préciser le cas qui est lorsque l'hypothèse est supérieure à 1. Pourquoi? Parce qu'on avait tracé notre ligne à 1. Donc ici, c'est juste les deux lignes qui sont un peu décalées. Donc, lorsque l'hypothèse est supérieure, exactement supérieure à 1, accepter, on va accepter cette valeur pour égal à 1. Et lorsque l'hypothèse est inférieure à moins 1, l'hypothèse, hein, c'est la fonction linéaire. Ce n'est pas l'hypothèse, c'est la fonction linéaire. On sait que l'hypothèse, donc la logistique, la fonction logistique est comprise entre 0 et 1. Donc ici, c'est la fonction linéaire qui est supérieure à 1. Bien sûr, notre HTK ne va jamais être supérieur à 1 ni inférieur à moins 1, étant donné que c'est sigmoïde. Et la sigmoïde, on sait, et c'est pour ça qu'on utilise la sigmoïde, on sait que la sigmoïde est comprise entre 0 et 1. Donc c'est la fonction linéaire qui est supérieure à 1, et ici c'est la fonction linéaire qui est inférieure à moins 1. Donc avant l'application de la régression de la fonction logistique. Ici, je dois rajouter à quoi est égal le coût. 1 Donc, je rajouterai donc le coût plus tard, donc, avant de poser la constante. Bon, encore une fois, donc je reviens sur ce qu'on avait présenté durant tout premier cours qu'on avait fait, et on avait justement parlé des SPR, on avait dit que les SPR, leur objectif, c'était de dessiner un plan ou un hyperplan qui soit linéaire ou non linéaire pour séparer les données. Et il va donc compter sur quelques vecteurs qu'il appellera des vecteurs de support pour lesquels il va essayer de maximiser une certaine marge. Et cette marge, c'est justement la marge de coût, la marge d'erreur qu'on doit essayer de minimiser. Alors, donc plus concrètement, pas pour implémenter ou pour pouvoir utiliser les SVM, et surtout pour le cas des non linéairement séparables. Donc, vous vous rappelez qu'on avait utilisé une fonction polynomiale, ce qu'on avait utilisé pour le TP, pour essayer de séparer des données qui n'étaient pas linéairement séparables. On avait dit que lorsque nos données n'étaient pas linéairement séparables, on essayait un petit peu de créer de nouvelles variables. Ces variables seraient basées sur nos variables originales, de telle sorte à les élever à un nombre polynomial. Donc, je finis le degré de polynôme et on transforme nos données.
Et on avait dit que ça, c'était pas très pratique, car on savait jusqu'à quel degré de polynôme on allait élever nos caractéristiques. Euh, c'est un problème. Et, euh, donc, on aura donc aussi plusieurs calculs. Et surtout, donc, plus vous allez avoir un nombre élevé de calculs, c'est surtout quel est le degré et quelles caractéristiques on va élever, donc comment choisir une nouvelle caractéristique à générer. SVM propose pour créer des caractéristiques et ils ont seulement une seule fonction qui va permettre de transformer toutes nos données. Et la fonction, c'est un noyau gaussien. C'est une fonction gaussienne. Et vous vous rappelez, donc c'est la même gaussienne qu'on avait utilisée. On avait utilisé un filtre gaussien et on avait défini une fonction gaussienne pour le filtre gaussien. Le filtre gaussien qu'on avait utilisé en imagerie, donc c'était un filtre gaussien à deux dimensions. Ce qu'on va utiliser dans les SVM, c'est le filtre gaussien, une seule dimension, on a un seul, une, une seule variable, une seule variable qui est un vecteur. Et donc, comment on calcule ça? Donc, comment on calcule une gaussienne de cette nouvelle variable qui est utilisée dans les machines vecteurs de support? Donc, on va créer, donc ici, je n'ai pas mis un schéma, je vais essayer de dessiner ça. Donc, ce qu'on va essayer de faire, au lieu de créer ces nouvelles caractéristiques telles qu'on avait fait pour la régression logistique, pour donc le cours qu'on avait fait sur la régularisation, je vais juste mettre les questions au cas où. Donc, on va imaginer que j'ai deux caractéristiques. Et j'ai deux valeurs. Donc, un premier point et j'ai un deuxième point. Et j'ai même un troisième point. Ça que j'appellerai L1, L2 et L3. Et par rapport à ces trois points, je vais essayer d'imaginer un X quelque part ici. Et donc, ce qu'on va calculer, c'est une gaussienne de chacun de ces points. Et comment on fait ça? Donc, je vais prendre mon point L1, qui est là, et je vais calculer une distance euclidienne entre L1 et X. X qui est un point donné, un point arbitraire. Donc, je vais prendre cette distance entre X et L1. Cette distance, donc ça va être, donc, je vais appeler ça donc, petit x1 et petit x2. Et ce point, je vais appeler petit l1 et petit l2. Et ce qu'on voudrait faire, ça serait de calculer la distance euclidienne entre x et l1, mais au carré. Donc, je vais dire x moins l1 au carré plus x1 moins l1 plus 2 moins L2. Moins L2 de tout, donc L2.
le tout au carré, racine, donc, la distance euclidienne entre ces deux points, qui va nous donner donc cette distance. Une fois qu'on aura ça, donc j'élève ça à l'exponentielle et je divise sur 2 sigma au carré. Et sigma, donc exactement comme on avait fait en S1, sigma c'est un paramètre, ça peut être 0,1, 0,5, 0,3, etc. C'est un paramètre qu'on va définir. Et bien sûr, donc ce sigma, ça va être paramètre de la fonction gaussienne. La fonction gaussienne est en train d'appliquer sur les caractéristiques. En fait, ce point X, c'est un point de l'ensemble des données. Et ces L1, L2, L3 sont également des exemples d'ensemble de données. Donc, on aura appliqué une fonction gaussienne, donc un noyau, on appelle ça un noyau gaussien, et la fonction du noyau gaussien, c'est de séparer les données non linéairement séparables. Donc, au lieu de traiter au lieu de séparer nos données avec une ligne, donc on avait vu ici, donc ici, au lieu de séparer les données avec une ligne, on serait amené à utiliser quelque chose comme ceci, qui va nous permettre, donc c'est le noyau gaussien qui va nous permettre de le faire. Donc séparer les données linéairement séparables. Voilà, donc on va créer de nouvelles caractéristiques. Et les nouvelles caractéristiques sont au nombre de ce que j'ai ici, notre ensemble d'apprentissage. Donc ici, je vais imaginer que mon ensemble d'apprentissage contient 3 exemples. Je vais prendre quelque chose, une donnée du test, et je vais calculer le noyau gaussien. Donc, je vais utiliser le noyau gaussien pour calculer ces nouvelles caractéristiques basées sur les 3 exemples. Et là, donc, on voit bien que ici, il y a 2 caractéristiques seulement pour cet exemple. Donc, on est en train d'ignorer le nombre de caractéristiques. Plutôt, on est en train de se baser sur le nombre d'exemples et non pas le nombre de caractéristiques. On va le comprendre mieux tout de suite avec la fonction du coût. Donc, les VMC pour les non linéairement séparables, donc, on va essayer de minimiser par rapport à θ la somme de Y fois le coût de θ transpose fois F. Et là, c'est une nouvelle fonction, c'est une nouvelle caractéristique qu'on est en train de trouver. Et F ici, j'ai autant de donc, la dimensionnalité de F est vraiment égale au nombre d'exemples dans notre ensemble d'apprentissage. Donc, ça va être Y fois le coût de θ transpose F de I plus 1 moins Y fois le coût. Donc ici, c'est le coût lorsque Y est égal à 1. Et ici, c'est le coût lorsque Y est égal à 0. Fois θ transpose fois F. Ici, vous voyez, donc on a changé notre X et on la remplace par F. F, donc ça va être le noyau gaussien, donc la distance exponentielle, la distance euclidienne sur 2 sigma au carré. Et ici, donc je vois que j'ai L1, L2, L3, donc je vais créer F1, F2 et F3. Donc la dimensionnalité de mon vecteur caractéristique, qui était avant le nombre de caractéristiques, notre M, maintenant est devenu M. Et donc, si je reviens sur le nombre de paramètres également sera égal à M et non pas M. Parce que chaque exemple va générer une caractéristique. Donc, quand est-ce qu'on utilise la régression logistique? Quand est-ce qu'on utilise les machines et vecteurs de sport et quand est-ce qu'on utilise les réseaux de neurones? Donc, lorsque N c'est le nombre de caractères, encore une fois, lorsque N est grand et M petit, donc on va préférer utiliser une régression logistique. C'est faisable, j'ai un grand ensemble d'exemples et la régression logistique est suffisante pour avoir une bonne classification. La régression logistique, côté de sa complexité, est meilleure que les machines avec ce support.
lorsque n maintenant est grand et n est moyen. Donc, on va préférer l'utilisation des enrichisseurs de support avec un noyau gaussien. Est-ce que n est petit et n est grand? Donc là, donc on n'a pas le choix. Donc petit, c'est-à-dire vraiment petit par rapport à n. Par exemple, n entre 2 et 1000 et n supérieur à 10 000, par exemple. Donc là, on va préférer utiliser donc la création d'abord de nouvelles caractéristiques, comme on avait l'habitude de le faire, avec un prénom. Ensuite, utiliser les machines à vecteurs de fusion ou bien la régression logistique. Bien sûr, donc, la base de notre cours de ce semestre, c'est les réseaux de neurones. Et ça, les réseaux de neurones répond à tous ces cas précédents. Donc, c'est pour ça que ça a autant de... on préfère ça de plus en plus. Et donc, surtout avec l'apprentissage profond, donc on préfère utiliser les réseaux de neurones performants. Et maintenant on a des machines performantes, on préfère utiliser les réseaux. C'est des donc, performants plutôt que les autres. Mais maintenant, donc, on soucie beaucoup moins. Donc, la communauté des chercheurs en apprentissage automatique et surtout les chercheurs utilisés par ordinateur préfèrent utiliser les réseaux de neurones, notamment les réseaux de neurones. C'est ce qu'on avait. Je reviens ici sur les caractéristiques qu'on est en train de trouver ici. Encore une fois, je vais imaginer que j'ai un ensemble de données. Donc, imaginez avec moi que, que j'ai un ensemble de données d'apprentissage de 4 images. Allez, on va faire une classification et on va entraîner un réseau. Donc, on va essayer de traîner un classificateur de type machine à vecteur de support. Donc, j'ai 4 exemples. Voici les 4 exemples. Deux exemples sont de classe 1, 1, 1, et deux exemples sont de classe 0. À l'intérieur, j'ai 5 caractéristiques. 3, 8, 10 et 11. Ici, on va dire 5, 5, 2, 2, 2. Ici, 2, 3, 8, 8, 9. Ici, 1, 0, 8, 8. Ce qu'on va essayer de faire, donc, on va imaginer qu'on voudrait entraîner un SVM à reconnaître que ça c'est une classe 1, ça c'est une classe 1, ça c'est une classe 0, ça aussi c'est une classe 0. Donc la première chose à faire, c'est important, c'est de standardiser. On doit absolument standardiser, c'est très important. Standardiser, normaliser, c'est la même chose. C'est très important de standardiser parce que si je reviens ici, fonction gaussienne, on va prendre la distance euclidienne entre le premier vecteur et le deuxième vecteur. Si je prends la fonction, la distance euclidienne, donc si ça, c'est beaucoup trop grand par rapport à ça, donc on est en train d'avoir beaucoup plus de poids pour cette caractéristique par rapport à cette caractéristique. Ça, c'est pas intéressant. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir des valeurs qui se rapprochent entre toutes les caractéristiques. Donc, première étape, standardisation. Deuxième étape, création des caractéristiques. Donc, création de f. Donc, f de i, et i va aller de 1 jusqu'au nombre d'exemples. Nombre ici, c'est 4. Donc, je vois que mes caractéristiques sont au nombre 5, mais je préfère faire l'inverse. Non, pas l'inverse. Donc, on va supprimer ça.
et on va enlever ces valeurs. Donc, mon nombre d'exemples est égal à 3. Nombre d'exemples, on voit que c'est égal à 3. Donc, 1, 2, 3. Mon nombre de caractéristiques est égal à 4. Première caractéristique, deuxième caractéristique, troisième caractéristique et quatrième caractéristique. Donc, pourquoi 4? On va imaginer que c'est une première image qui a 2 pixels, 2 fois 2 pixels. Ça, c'est ma deuxième image qui a 2 fois 2 pixels. Et ça, c'est ma troisième image qui a 2 fois 2 pixels. 2 fois 2 et 2 fois 2. Donc, on va essayer de créer nos caractéristiques. Pour créer nos caractéristiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance euclidienne entre chaque point avec les autres points. Donc, je prends le premier avec le deuxième et le troisième. Je prends le deuxième avec le premier et le deuxième. Et je prends le troisième avec le deuxième et le premier. Bon, le deuxième et le premier, donc on l'a fait. Donc, premier vecteur avec le deuxième, premier vecteur avec le troisième. 1, 2, 3. Voilà. Donc, premier, bien sûr, on va pas utiliser ce qu'on a déjà utilisé. Donc, premier vecteur avec le deuxième et le troisième. Donc, j'ai deux valeurs. Et enfin, le deuxième avec le troisième. Et on a calculé trois distances. Donc, comment on fait ça? On commence par calculer F1. F1 va être égal à quoi, s'il vous plaît? À quoi va être égal F1? Donc, je suis en train de créer une nouvelle caractéristique. Une nouvelle caractéristique, je reprends ma présentation. Donc, une nouvelle caractéristique F1 égale à l'exponentielle de x moins L. Donc, d'abord, je vais considérer que ça, c'est mon x, ça, c'est mon L1, et ça, c'est mon L2. Ensuite, je considère que ça, c'est mon x, et il me faut calculer x avec L2 seulement. Et donc, j'aurai toutes les distances possibles. Donc, F1 va être égal à quoi? Je répète, donc F1, c'est le noyau gaussien appliqué entre ce point x et ce point L1. Donc, cette image et cette image. Je vous fais le premier exemple, s'il vous plaît, concentrez-vous sur F2 et F3. Donc, F1 va être égal d'abord à la distance euclidienne entre x et L1. Ensuite, je divise sur 2 fois sigma 2 et j'élève ça à la puissance, donc à l'exponentielle, donc plus 2 virgules, à la puissance exponentielle. Donc, F1 va être égal à 2 moins 5 au carré. N'est-ce pas? Donc, première valeur au carré, plus deuxième valeur, moins deuxième valeur au carré. Donc, 3 moins 5 au carré. Plus quoi, s'il vous plaît? Ça, c'est un 8. Et ça, c'est un 2. Et ça, donc, on aura un 5 ici. Ça, c'est un 2. Donc, plus quoi? Est-ce que vous êtes là? Très bien. Très bien. Donc, 8 moins 2 au carré. Très bien. Donc, plus 8 moins 2 au carré. Plus combien? Moins 5 au carré. Très bien. Merci, Amayas. J'espère que les autres, vous n'êtes pas endormis. Hein?
C'est vrai que c'est un peu tôt. Très bien. Donc là, on a calculé toute cette somme, on l'a calculée. On se met ça en racine. Je divise ça sur 2 fois sigma. Je vais supposer que mon sigma est égal à 1. Je divise sur 0,1, sur 2, 0,1. Faire ça à l'exponentielle. Donc tout ça, c'est des chiffres. Et F1, ça va être quoi? Ça va être un vecteur ou un scalaire qui va être mon F1. Vecteur, scalaire. Donc on a calculé la distance euclidienne entre x et L1. Point au carré, plus moins point au carré, plus 8 moins 2 au carré, plus 10 moins 5 au carré. J'ai trouvé cette somme. Très bien, c'est un scalaire, excellent. Bien sûr, c'est un scalaire, donc c'est une valeur, c'est une distance euclidienne avec une racine divisée sur un autre scalaire. Donc, cette somme va me donner un scalaire, n'est-ce pas? Donc, cette somme va me donner un scalaire. Ah, donc 2 fois 0,1, c'est un scalaire aussi. L'exponentielle d'un scalaire, c'est un scalaire. Donc, F1 va être une valeur. Je vais dire 10. Donc, ça, c'est mon F1. F2, je fais exactement la même chose et je prends I1 avec L2. Et donc, 2 moins 2 au carré, plus 3 moins 1, plus 6 moins 4 au carré, plus 6 moins 3 au carré. J'ai la racine. Je divise sur 2 fois 0, donc ça me donne 0,2. Je divise sur 0,2. J'élève à l'exponentielle. Et ça va me donner F2. F2 va être égal à 5. F3 va être égal à quelque chose d'autre. Donc, être égal, donc la même chose. Donc, F3, c'est X, c'est donc L2 et L1. Donc, ça va être 5 moins 2 au carré, plus 5 moins 3 au carré, plus 2, 5 moins 3 au carré. Donc, F1, F2, F3. Donc, F1, on trouve 5, F2, on a 10, et F3, on a 7. Donc, voici mes nouvelles caractéristiques qu'on a calculées. Et ces caractéristiques, on va utiliser pour déterminer ce point. Donc, ce point avec tout le reste. Donc, est-ce que euh, on ne va pas utiliser le 7, on va utiliser le L3. Donc, ça, on va utiliser X, ça va être calculé avec d'abord, je vais avoir F3, ça va venir avec de l'ensemble des données. Et justement, c'est de là que nous vient la marge. Donc, créer un exemple. Bon, je vais changer ça. Donc, j'ai des exemples positifs. Et vous on avait dit qu'on essaiera de séparer ces données avec quelque chose. Ici. Donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train de chercher comment séparer ces données. Donc, je calcule des distances entre ce point et tous les autres points de l'ensemble de données. Absolument tous. Comment on le fait avec quelques proches valeurs. Donc, toutes ces distances. Et ces distances qu'on a pris pour ce premier point,
Donc, ce premier point est décrit par la distance avec lui-même et avec tous les autres points. Mais ce n'est pas une distance simple, c'est une distance à laquelle on applique une exponentielle. C'est notre fonction gaussienne. Donc, c'est une distance euclidienne à laquelle on applique un noyau. Donc, on aura calculé ça. Donc, pour ce point, cet exemple qui est de classe positive, donc on va supposer que grand c'est classe positive. Donc, ici, y1 égale à 1. Les caractéristiques f1 de 1 égale à 5, f2 de 1 égale à 10 et f3 de 1 égale à 0. Donc, f3, c'est toujours l'exemple avec lui-même. Donc, on va calculer toutes ces distances exponentielles sur le sigma. Sur de sigma et exponentielle. Donc, on a trouvé les caractéristiques du premier exemple. On applique ça sur tous les autres exemples. Donc, pour chaque nouvel exemple, j'aurai caractéristiques. Donc, F1 de l'exemple 2, F2 de l'exemple 2 et F3 de l'exemple 2. Vous vous rappelez qu'on était parti de caractéristiques qui étaient duales. Maintenant, on se retrouve avec des caractéristiques qui sont une distance euclidienne à laquelle on applique une exponentielle et on divise bien sûr sur les types de la gaussienne. Alors, donc Y, je sais pas, peut-être, donc ça c'est Y de la classe 2, l'exemple 2, pardon, qui sera peut-être 0, négatif. Et je répète ça pour tous mes exemples. Et jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est juste la création de nouvelles caractéristiques, donc jusqu'à Fm. Donc l'exemple M, donc caractéristique 1, caractéristique 2, M, et caractéristique 3 de M. Et en M, dans notre cas ici, c'est égal à 3. Étant donné qu'on avait l'exemple. Donc 3 exemples. Donc F est égal à Y de M qui est égal à Y3. On a 3 exemples. Qui va être égal à 1. On va supposer que c'est cette chose. Donc encore une, ce qu'on a fait. On a pris notre premier exemple. On a calculé la distance de cet exemple avec tous les autres exemples de l'ensemble de données. Et on a créé des caractéristiques pour cet exemple. On a gardé sa classe. On a répété ça pour l'exemple 2. Et on a fait exactement la même chose pour définir quelles sont les nouvelles caractéristiques. Ces nouvelles caractéristiques qui sont basées sur une distance euclidienne à laquelle on applique un noyau gaussien. Et je répète ça aussi, le troisième exemple. Donc on va se retrouver avec 3 exemples avec les mêmes classes, mais avec des caractéristiques nouvelles. Donc c'est les caractéristiques avec noyau gaussien, distance euclidienne, appliquée sur le gaussien. Donc 3 caractéristiques. Et maintenant, c'est ces caractéristiques qu'on va utiliser pour trouver notre coût, pour trouver l'hypothèse. Donc maintenant, l'hypothèse va utiliser ces exemples pour minimiser le coût. Donc, si je reviens sur notre présentation, donc ici, Hθ fois F, donc maintenant c'est multiplié par F et non pas multiplié par X. On a créé de nouvelles caractéristiques et donc le nombre de caractéristiques qu'on a créées est exactement le même nombre d'exemples qu'on a. Donc c'est M. Et on va essayer donc de trouver une fonction qui va nous minimiser ce coût. Donc là, on peut utiliser n'importe quelle fonction de minimisation du coût. Alors, pourquoi on ne rentre pas dans la dérivée de ce coût pour utiliser un gradient descent, par exemple? Donc, on préfère ne pas le faire. On a aujourd'hui plusieurs librairies qui font l'optimisation des SVM. Donc, on préfère, donc ici, dans votre TP, on va utiliser directement une fonction prédéfinie
de la minimisation, donc de l'optimisation, et on va essayer de trouver les meilleurs paramètres θ qui permettent de classifier un nouvel exemple. Autre chose, donc pour le nouvel exemple d'ensemble de tests, donc on va suivre exactement les mêmes étapes. Donc notre fonction hθ ne va pas être, la fonction linéaire ne va pas être de θ transpose x original, donc ça ne va pas être basé sur les pixels, comme l'exemple qu'on a vu, mais ça va être basé sur les nouvelles valeurs qui sont en nombre d'exemples. Et donc, aussi, si j'applique donc, sur ces caractéristiques, je vais obtenir 3 valeurs de θ. 3 valeurs de θ. Donc, ces 3 valeurs, c'est impossible de les appliquer sur les 4 valeurs de pixels. Donc, on doit le transformer d'abord transformer au niveau caractéristique. Ensuite, appliquer la fonction linéaire, trouver l'hypothèse. Autre chose, donc les SVM n'utilisent pas de biais, n'utilisent pas x0. Généralement, on n'a pas besoin d'x0. C'est ce qui est défini pour les SVM. Donc, le nombre de caractéristiques est exactement le nombre de 1. Donc, le nombre d'exemples. Voilà ce qu'on avait pour les SVM. Donc, je vous ai dit, on ne va pas trop s'approfondir. On va essayer d'avoir plus d'idées et on va essayer de mieux comprendre la signification de la marge durant le TP. Mais pour aujourd'hui, donc, on a juste besoin de comprendre et de faire le contraste avec ce qu'on a déjà appris sur la régression logistique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Question, ça va? Bien, donc si c'est bon, normalement, ça va. Très bien, très bien, très bien. Donc, on se voit mercredi, Inch'Allah. Oui, enfin, on ne s'est pas trop approfondi pour aujourd'hui, mais donc, on aura de meilleurs fondements. Et c'est tout l'objectif du TP, c'est de renforcer ce qu'on est en train d'apprendre durant le cours. Et ça va encore pas être très, très compliqué pour les SV. Voilà, donc je vous remercie et on se dit, Inch'Allah.